Alors, je me présente, je n'ai pas pu le faire pour tout le monde. Renaud Bézanier, je travaille pour GRDF, je suis un des co-organisateurs de la réunion. Je remercie tous les partenaires qui sont présents pour cette réunion. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire une visite comme ça. Donc je remercie tout d'abord, bien sûr, la communauté de communes de Saint-André-de-Pitac de nous accueillir. Je remercie bien sûr aussi tous les élus, Nicolas Berthaud, pour nous avoir accueillis ici. Et surtout, encore une fois, c'est très important de pouvoir faire cette visite sur un site, et j'espère qu'il vous séduira, aussi bien pour sa qualité architecturale que pour toutes ces qualités techniques que vous allez découvrir. Ça va être très dense. Ça va être très dense, donc on va essayer de le faire très vite surtout. Vous voyez l'ordre du jour avec les différents intervenants. On a tous 10 minutes pour présenter, donc il va y avoir une présentation très dynamique. Donc vraiment, je remercie encore les partenaires de jouer le jeu. Et ensuite, je vais accueillir monsieur le vice-président, je pense, pour faire son introduction. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous, et je vous remercie d'être présent ce matin dans notre salle de la Maison France Service. Je vais d'ores et déjà excuser Madame la Présidente, Madame Valérie Guinaudi, qui est la Présidente de Grand Cubzadet Communauté de communes, retenue par d'autres réunions, et qui malheureusement ne pourra pas se joindre à nous. Et je ne vais pas être très long parce que j'ai bien entendu parler qu'il fallait être dynamique ce matin, donc nous allons l'être. Et je vais juste passer la parole au directeur général des services, Nicolas Berthaud, qui a beaucoup plus que moi les antécédents de la création de du centre aquatique, puisque c'est une affaire de longue durée, mais il va vous en parler un petit peu. Et je reviendrai, on fera ça à deux voix, je reviendrai vous peut-être donner 2 ou 3 éléments techniques supplémentaires, mais il y aura des techniciens autour de la table qui sauront mieux que moi prendre la parole à ce niveau-là. Voilà, et bien écoutez, dès maintenant, je passe la parole à Nicolas Berthaud, notre directeur général des services, qui va vous présenter la genèse de ce centre aquatique. Merci Patrice. Donc oui, Nicolas Berthaud, directeur général des services de la communauté de communes. Très rapidement, parce que j'ai vu que c'était bien timé l'ordre du jour, déjà remercier GRDF parce que sur cette zone d'activité, on travaille ensemble depuis la genèse de cette zone, c'est-à-dire 2003, en même temps que la piscine d'ailleurs. C'est un projet qui était concomitant, la ZAC et la piscine couverte. Et GRDF nous a fait depuis le début toutes les facilités pour que ça avance vite et correctement, et a toujours su répondre à nos attentes et aux attentes des entreprises de la zone selon leurs diverses demandes. Et puis merci de nous avoir identifiés pour cette visite. C'est sympa d'avoir des collègues d'autres collectivités. Ça met aussi en valeur le territoire, et comme on disait, comme Mme Sarah Mougin, on a passé plusieurs années à aller visiter leurs équipements, et puis là c'est la première fois qu'on fait visiter notre équipement, donc c'est l'histoire qui se poursuit en fait. Donc le Grand Cubzaguet est un territoire très dynamique puisqu'il y a un taux de croissance de population de 2,5 à 4% par an. On en discutait en aparté avec le vice-président tout à l'heure, quand on a commencé à réfléchir à ce projet, c'était 9 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 14-15 000, avec un changement dans la population et les attentes de la population. Donc ce projet évolue aussi un peu au gré du temps. Mais la base a toujours été sur l'apprentissage, puisqu'il y a quand même des équipements aqualudiques assez proches, notamment Jonzac et Libourne qui se construisaient en même temps. Et ce qui manquait sur le territoire, c'était un bassin d'apprentissage, malgré la proximité d'Ambarès, d'Ambès et de Bron-et-Saint-Louis, je crois que de Bron-et-Saint-Louis, c'est ça, voilà, qui permettait, Bron-et-Saint-Louis était le seul équipement sur le Nord Gironde à permettre l'apprentissage aux enfants. Donc il y avait vraiment un besoin sur un bassin de vie. La communauté de communes, c'est 37 000 habitants depuis
sa fusion avec quelques communes du Bourget en 2017. Et on peut dire qu'on est sur une zone de chalandise de 80 000 habitants. Donc ce besoin identifié pour l'apprentissage a été la base de notre programme et on a eu plusieurs hypothèses de travail. On a d'abord pensé à couvrir la piscine d'été qui est à Saint-André-de-Cusac dans le centre-ville. On a pensé à couvrir la piscine située en Guy-Espessas, Val-de-Virdé, donc une commune nouvelle. Voilà, donc on a fait plusieurs études, plusieurs hypothèses. On a travaillé avec pas mal de bureaux d'études, beaucoup de visites. Vous savez que les maîtrises d'ouvrage publiques, on prend notre temps, il y a des contraintes financières. Voilà, donc ça a pris du temps à aboutir. Ce qui a été déterminant, c'est qu'on a pris notre assistant à maîtrise d'ouvrage ad hoc, je cherchais les côté de nous, Christopher Paul, je crois que ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble sur ce projet. Comment ? C'est temps, pardon. Et voilà, donc là on s'est mis sur les bons rails, et puis ça aboutit à la construction de cet équipement. Donc voilà la genèse, avec une présentation de ce territoire. Le premier projet était à 7 millions d'euros, les DGD sont à 13 millions. Voilà, donc on a suivi de plein fouet l'augmentation du coût des matériaux. Puis ça a évolué au fur et à mesure du temps. 8 millions d'emprunts, à peu près 4 millions de subventions, on a dû mettre 1 million de nos fonds propres dernièrement. Voilà très rapidement la présentation de la genèse de ce projet. Je voulais dire quelques mots parce qu'on avait des attendus quand même environnementaux sur cet équipement et Patrice va vous en dire quelques mots. Oui, alors effectivement, il y avait quand même des attendus environnementaux à prendre en compte et qui se sont aussi développés au fur et à mesure de l'évolution, à la fois, enfin, surtout de l'évolution des études. Comme vous pouvez le voir, à l'heure actuelle, nous n'avons pas d'ombrière. Nous n'avons pas d'ombrière photovoltaïque et nous n'avons pas, à l'heure actuelle, de panneaux photovoltaïques. Mais je dis bien à l'heure actuelle, puisque les panneaux photovoltaïques vont être prévus sur le toit de la piscine, qui nous permettront de pouvoir permettre à peu près 15% de la consommation, et des ombrières sur le parking qui est devant la piscine. Des ombrières photovoltaïques seront également installées au cours dans le mandat, et là ça nous permettra 25% à peu près de la consommation. Fort de ça, après, bien évidemment, nous sommes partis, vous en doutez, si nous sommes là, c'est que nous sommes partis sur une solution gaz à l'époque de l'étude. Le directeur général des services vous a bien expliqué que nous avions subi de plein fouet le problème et la facturation, l'augmentation de la facturation du gaz, ainsi qu'il a fallu prendre à un moment donné, je me rappelle une certaine journée où il a fallu acter avec nos partenaires, il a fallu acter prendre la cotation gaz. Ce sont des moments qui sont un petit peu sensibles, hein, et il faut y aller, quoi, hein. Mais voilà, et puis après, nous sommes, je dirais, satisfaits d'avoir choisi cette solution, parce que il faut avancer dans la vie, et si nous avions dû trop réfléchir entre la crise, entre le choix, enfin, entre les matériaux et autres, je pense que nous n'aurions peut-être pas avancé comme nous l'avons fait, et maintenant nous sommes fiers de cette unité qui vous sera présentée tout à l'heure. Voilà, je regarde le timing. On est bon ? On est bon. Allez, on passe la parole au suivant, toujours dans la dynamique. Merci beaucoup. Je vérifie que ça marche bien. C'est parfait. Donc bonjour à tous. Donc 10 minutes. 10 minutes. On va essayer de faire condenser. J'ai tendance à beaucoup parler. Donc l'objectif vraiment à travers la présentation qui va vous être faite, c'est de bien insister quand même sur l'importance des études avant d'être vraiment dans l'acte de faire, hein, dans la programmation, dans la conception ou dans le chantier ou dans l'exploitation, mais vraiment d'insister sur ce temps qui est quand même très important. Juste quelques mots pour me présenter. Donc nous, bureau d'études ad hoc, donc on est
programmiste et assistant maître d'ouvrage sur des équipements aquatiques, des équipements sportifs. On est situé à Toulouse avec pas mal de références maintenant quand même dans le secteur, dans la région. On a suivi Libourne, on a suivi l'Esparmédoc, Boulazac-Manoir, ici Saint-André-de-Cubzac, Saint-Loubès. Donc voilà, pas mal de références vraiment dans ce thème spécifique, on va dire, des équipements aquatiques. Donc voilà un petit peu toutes les étapes au long desquelles on accompagne les collectivités, les maîtres d'ouvrage. Et comme je l'ai dit, donc nous on va vraiment se focaliser sur cette première phase qui est la faisabilité. J'aime bien dire que la faisabilité, quelque part, c'est un peu les premières fondations de votre projet. Il va falloir vraiment mettre en place des bases saines pour aboutir petit à petit à la mise au point du projet. On ne va pas décider comme ça du jour au lendemain la configuration de l'équipement. Donc c'est vraiment important de faire ce travail-là avec première étape d'étude qu'on intitule un petit peu cadrage des opérations, mais qui va s'appuyer vraiment sur 3 thématiques. Le cadrage du contexte territorial, le contexte concurrentiel et l'identification des besoins. Le contexte territorial, ça a été un petit peu amorcé tout à l'heure par la présentation de M. Berthaud. La piscine de Saint-André-de-Cubzac, le centre aquatique de Saint-Loubès, de Libourne, je l'ai cité tout à l'heure, de l'Espar, sont tous différents en termes de surface de bassin, en termes de composantes d'offres aquatiques, tout simplement parce que chacun de ces territoires a des caractéristiques qui lui sont propres. Donc il faut absolument aussi s'appuyer sur les caractéristiques de votre territoire, en termes d'organisation géographique, de structuration, de bien prendre en compte les dynamiques, on va dire aussi en termes de temps de déplacement, vraiment de comprendre comment vit le territoire pour ne pas faire un projet hors sol. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Un équipement qui marche à 20 km d'ici n'aura peut-être pas le même niveau de fréquentation ou même le même usage sur votre territoire. Donc c'est vraiment important de poser ces bases-là. Ensuite, le contexte concurrentiel va être aussi très important. Même si on est dans un équipement public, avec une notion de service public, quelque part, l'objectif, c'est de faire venir des utilisateurs, de faire venir des baigneurs. C'est-à-dire que l'objectif, ça va être de générer des fréquentations pour générer des recettes, ce qui va être un levier très important dans l'optimisation du coût de fonctionnement, du déficit d'exploitation d'un équipement aquatique. Donc il faut vraiment prendre en compte ce contexte concurrentiel, voir comment on peut se positionner là-dedans. Alors ça avait été dit, on avait quand même une certaine carence d'offres sur le nord Gironde. Donc on a une zone de chalandise, vous voyez, qui était à peu près estimée à l'époque 65, 70 000, voire 80 000 habitants. Ça dépend en fait des distances de temps que l'on prend autour de Saint-André-de-Cubzac. Aujourd'hui, on aime bien dire que autour de votre site d'implantation, la distance temps de 20 minutes, c'est une bonne moyenne. Les rapports au temps se sont un petit peu écourtés au fur et à mesure de nos études. Donc quand, on va dire, 20 minutes autour de chez vous, vous avez un bassin de population au moins de 25 000 habitants, c'est tout le ratio que nous on a en interne, c'est déjà un bon indicateur pour justifier, je dirais, la pertinence et l'opportunité d'un équipement aquatique. Donc là, on voit qu'avec une zone de chalandise à plus de 60 000, voire jusqu'à 80 000 habitants, on avait vraiment une carence d'offres et un besoin à satisfaire. Et justement, le besoin, c'est vraiment, je dirais, la chose essentielle. Souvent, en fait, quand on fait les études, par moment, on se perd parce qu'on va visiter des équipements, on voit tel bassin, on voit tel toboggan, on voit tel espace de bien-être, et on se perd un petit peu dans les choix avec les élus. Et je pense que l'objectif, c'est toujours de revenir à l'essentiel, qui est la réponse aux besoins. La réponse aux besoins, on va en dénombrer surtout 3 principaux. Le besoin scolaire, qui est souvent le besoin prioritaire. Donc là, c'est important de bien mettre à plat vraiment les besoins scolaires, les effectifs scolaires, de voir quel est le nombre de séances à mettre en place, à la fois pour répondre au savoir nager, à l'aisance aquatique dans le premier degré, mais aussi aux pratiques de PS au collège et lycée. Donc le but, c'est de quantifier le nombre de séances que mon équipement doit absorber aujourd'hui, mais qui doit aussi absorber demain. Quand on est sur des territoires ici avec des niveaux de croissance démographique importants, c'est très, très fondamental, on va dire, de le prendre en considération. Et ça va être des indicateurs déjà pour commencer le dimensionnement de nos surfaces de bassin, pour commencer à réfléchir à la configuration de nos vestiaires. D'accord ? Donc ces études amont, elles ont déjà aussi des incidences directes sur la configuration de votre équipement. Le deuxième besoin, c'est le besoin sportif. Là, il s'agit, quand on est sur un territoire où il y a déjà une pratique sportive existante, il faut évidemment la prendre en compte. Quand on est sur des territoires comme ici, où on n'avait pas de club sportif, de par le fait qu'on n'avait pas d'offres aquatiques couvertes, ça va être important quand même d'anticiper sur ces questions. Est-ce qu'on se positionne sur de l'accueil de compétition ? Est-ce qu'on permet la pratique, le développement d'un club sportif ?
Si oui, quel type de pratique? La natation, ça peut être du water polo, la natation synchro, qui chacune d'elles ont des incidences sur les configurations de bassin. Donc c'est voilà, un point qu'il faut vraiment aborder et vraiment se positionner. Je sais qu'à l'époque, le constat qui était fait, c'est qu'on avait quand même beaucoup de baigneurs, beaucoup de nageurs inscrits en club, mais qui devaient aller pratiquer sur le nord bordelais. Donc il y a aussi une opportunité à se positionner sur ce créneau sportif. Et troisième besoin, qui est souvent le plus variable, qui est le besoin du grand public. Est-ce qu'on a un toboggan? Est-ce qu'on fait un espace de bien-être? Est-ce qu'on fait une pataugeoire? Ou plutôt une aire de jeu d'eau? Et là, on va avoir une sorte de pêle-mêle, de panel d'offres aquatiques potentielles. Et c'est là où des visites, des échanges avec d'autres collectivités, nos retours aussi, nos préconisations vont être importants pour aider le maître d'ouvrage, je dirais, à cadrer le champ des possibles. C'est vraiment l'objectif de cette première phase d'étude, c'est de cadrer, voilà les composantes d'offres qui nous paraissent pertinentes d'étudier. Et ce pêle-mêle, un petit peu d'offres, on va nous ensuite l'organiser à travers une déclinaison de scénarios, dans lequel on va composer, voilà, le projet peut revêtir différentes formes à ce stade-là de la réflexion. Donc on va étudier différentes combinaisons d'offres, différents scénarios, avec une approche la plus rigoureuse possible, puisque ça va vraiment être l'étape, je dirais, la plus fondamentale. On va rentrer dans du détail programmatique, c'est-à-dire qu'on va commencer à vraiment recenser tous les locaux dont on a besoin, pour pouvoir quantifier en termes de surface quelle est l'emprise de ce projet. On va commencer à rentrer dans les aspects techniques, dans les aspects de niveau de performance. L'objectif, c'est d'être très précis dès ce stade-là, pour pouvoir ensuite établir une approche économique la plus précise possible, à la fois en termes d'investissement, mais aussi en termes de coût de fonctionnement. Sur l'investissement, ça avait été dit tout à l'heure, alors on n'est pas passé de 7 à 13 millions comme ça en un claquement de doigts. 7 millions, c'est vraiment la première estimation au stade des scénarios. Ensuite, il y a eu des visites, le projet a évolué, on était presque jusqu'à l'écriture du programme sur 2 bassins. Hop, une visite a été l'élément déclencheur pour finalement se positionner sur un équipement de 3 bassins. Ensuite, il y a tous les choix techniques aussi qui sont faits en phase de conception, des choix de bassin inox, des choix de solutions techniques, des choix de filtration, ça va vous être expliqué tout à l'heure. Et évidemment, c'est aussi tous les autres frais, parce que là on parle de montant de travaux, mais tous les autres frais voilà, qui viennent en plus, on va dire, de ce montant de travaux. En moyenne, quand vous avez un montant de travaux, vous pouvez rajouter quasiment une enveloppe de 23, 24, 25% en plus pour prendre en compte vraiment tous les autres frais d'opération. Vous voyez qu'on est à un niveau de détail quand même très précis, le plus en amont possible, parce qu'on sait que les éléments... Parfait. On sait que les éléments économiques sont des données importantes pour les maîtres d'ouvrage, parce que c'est là-dessus que vous allez aussi bâtir vos plans pluriannuels d'investissement, que vous allez aussi devoir convaincre des assemblées, des conseils communautaires, qu'on saura aussi vous rattraper quand il y aura des dérives ou des mauvaises estimations. Donc c'est vraiment important d'être très rigoureux dans cette approche-là. Et sur l'approche d'exploitation aussi. C'est-à dire que dès le stade des scénarios, il faut vraiment rentrer dans une logique d'hypothèse d'exploitation pour estimer au plus juste quel va être le déficit futur de cet équipement. Même si aujourd'hui, avec les dérives des coûts de l'énergie et tout ça, ça devient un exercice qui est quand même assez délicat, mais l'objectif c'est de donner le bon ordre de grandeur pour aider le maître d'ouvrage vraiment à se positionner et à faire son choix. Et tous ces éléments techniques et économiques, ils vont être fondamentaux aussi pour faire l'approche juridique. C'est très important qu'avant la phase de programmation, vous ayez au moins, je dirais, retenu votre mode de montage. Aujourd'hui, quand vous regardez un petit peu dans le secteur des équipements aquatiques, vous pouvez faire classique ou WAMOP, il y a les marchés globaux de performance, les concessions, donc il y a le choix du mode de montage et il y a le choix aussi du mode de gestion. Est-ce qu'on va le gérer nous-mêmes, gestion publique, est-ce qu'on va le déléguer via un contrat d'affermage en DSP. Donc voilà, ça ce sont vraiment des éléments qui sont importants qu'il faut cadrer dans ces études amont. C'est pour ça que je voulais vraiment insister. Tout ce qui va être programmation ensuite, j'ai envie de dire, quand tout a été bâti sainement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les premières fondations, tout le reste se déroule bien. La programmation, ça va vraiment être la transmission, on va dire, du programmiste qui va un peu enquiquiner la maîtrise d'œuvre au début, qui va fixer son programme avec tous ses niveaux d'exigence, ses niveaux de performance environnementale, énergétique à atteindre. J'aime bien dire que le programme, c'est le fond du projet, et on va le transmettre ensuite à la maîtrise d'œuvre qui, elle, va le mettre en forme. Le mettre en forme à travers le travail d'architecture. Voilà, je vais passer.
à travers le travail d'architecture, mais aussi à travers le travail d'ingénierie, puisque l'ingénierie va aussi apporter des réponses à tous les niveaux de performance technique que l'on aura nous demander à travers le programme. Voilà. J'insistais vraiment sur cette phase amont. Si je peux juste dire voilà, quelques mots sur les phases suivantes, ça a été dit. En phase conception, en phase réalisation, l'intérêt et l'importance, c'est vraiment de s'entourer, de constituer une équipe performante, compétente. Que ce soit la maîtrise d'ouvrage, que ce soit la maîtrise d'œuvre, que ce soit aussi les autres acteurs, l'OPC, le bureau de contrôle, que ce soit le futur exploitant aussi. C'est important de vraiment mettre tout le monde autour de la table avec des personnes compétentes. Et sur l'exploitation, voilà, je pense qu'à la fois pour le maître d'ouvrage, mais aussi pour l'exploitant qui a été mis en concurrence avec d'autres candidats, c'était important de bien maîtriser les données techniques et économiques du projet pour bâtir une bonne offre. Pareil, on essaie un petit peu enquiquiner, comme le maître d'œuvre, c'est mon rôle en même temps dans les mots. Voilà, pour arriver vraiment à un projet d'exploitation qualitatif et qui aujourd'hui a l'air de se traduire concrètement. Bonjour, je suis désolé, je vais monter le micro parce que une fois il y a quelqu'un de taille normale. Pardon. Non, mais c'est bon, je vais mourir. Bonjour, Arnaud Bouette, de BVL Architecture. Donc BVL Architecture, on est une agence, on est environ 25 personnes, spécialisées dans les équipements publics, avec une agence à Limoges, une agence à Paris. L'agence de Paris, on est spécialisé sur les équipements sportifs et plus précisément les centres aquatiques et piscines. Actuellement, on est en train de réaliser le centre aquatique de Marville, qui est site d'entraînement pour les Jeux Olympiques, dédié principalement au water polo, et aussi le crêpe de Châtenay-Malabry, que tout le monde connaît parce que l'agence française de lutte contre le dopage y était installée. Et donc, on est en train de réaliser deux gymnases, plus des salles de formation, de cours, parce que c'est le CREPS, dédié au badminton. Donc voilà pour BVL Architecture. Alors c'est un petit monde, donc entre les bureaux d'études, les AMO, tout le monde se connaît un petit peu. Et sur le territoire, on a aujourd'hui, donc il y a Saint-André-de-Cusac, on a livré aussi Saint-Loubès, et on est en train de bientôt livrer la piscine de Talence. Voilà, donc on fait partie du paysage des architectes un peu spécialisés sur ces équipements sportifs. Donc moi je vais vous faire très court parce que en fait quand on a préparé la réunion, je trouve que c'était plus intéressant pour moi de vous expliquer le projet in situ que de vous mettre trop de photos. Donc juste pour représenter le projet, voilà donc ce qu'on a. Excusez-moi, voilà. Alors j'ai voulu qu'on mette une photo avant du site avant le projet, et donc une fois que le projet était implanté sur le site, avec bien sûr la maison où on est, le bâtiment où on est, qui est le carré, le grand centre commercial, et surtout l'idée c'était de positionner le bâtiment avec plusieurs contraintes. C'était d'imaginer un équipement qui soit fédérateur et structurant au cœur de la ZAC, proposer une réponse volumétrique qui soit un peu en contre-pied de la rigueur des bâtiments, surtout de tout ce centre commercial, avec des formes assez parallépipédiques. Concevoir un équipement qui s'affirme comme un lieu de vie, parce que moi ça me semble important. Là, c'est des équipements qui sont structurants, mais on doit aussi créer des lieux de vie. Les dents doivent s'attacher, mais quand ils sont dans l'équipement, ils doivent y être bien, donc on peut y aller en famille, donc c'est un vrai lieu de vie. Après, on a retenu des orientations, bien sûr, dans la manière de positionner le bâtiment pour profiter au maximum de l'ensoleillement sur les plages, et puis aussi des apports de lumière naturelle, comme on le verra plus tard dans les slides suivants. Bien sûr, une organisation spatiale qui soit simple et fonctionnelle, aussi bien pour les publics que pour l'exploitant, parce que plus c'est fonctionnel, plus c'est simple, mieux ça s'entretient, mieux on peut le gérer, et moins l'équipement a des chances d'avoir des dégradations qui ne sont pas naturelles. Et puis on a voulu aussi, malgré tout, dans cette conception, avoir quand même un volume un peu émergent qui ait une notion un peu de signal et qui permette d'identifier l'équipement un petit peu à distance. Alors là, c'est petit zoom, donc rapidement, alors je n'ai pas de bip, petit zoom, donc on voit la maison, là, le bâtiment où nous sommes, le centre commercial qui est en face, donc les parkings
avec une possibilité de mutualisation, et surtout cette forme après un peu ovoïde dont je vous parlais, qui permettait d'être un peu de contrebalancer l'effet un peu orthogonal des différents bâtiments, qui permet d'avoir en fait un bâtiment qui n'a pas de façade avant et de façade arrière, et donc d'intégrer l'ensemble du bâtiment dans une forme plus souple, avec ce volume émergent qu'on voit en partie centrale, qui est la piscine. Donc la fonctionnalité, je vous ai préparé un petit document que je vous remettrai après, quand on va faire comme ça, quand vous allez faire la visite, parce qu'il y a plusieurs groupes, qui va vous permettre de voir un peu la simplicité des flux. Donc on a vraiment l'entrée principale sous un auvent protecteur. Voilà, sous un auvent protecteur. Et après, on a le hall d'accueil avec des vues, bien sûr, sur la halle des bassins. Et puis on a vraiment des flux très simples. Alors on a la partie administration, isolée. On a les collectifs, les individuels, la possibilité d'avoir des entrées différenciées entre les groupes et les individuels. Pareil, la marche en avant avec les sanitaires et les douches, et puis possibilité de mutualiser. Et puis les individuels, les collectifs qui normalement sortent plutôt vers les bassins, on va dire sportifs pour les scolaires et les clubs, et les individuels qui sont plutôt sur la partie ludique et bien-être. Alors, il y a toujours ce petit problème sur les flux, c'est que dès qu'on a des gradins qui doivent être accessibles depuis le hall d'accueil, on a toujours un problème à un moment donné de flux entre le ludique, les scolaires et le public, parce qu'il faut que le bassin sportif étant dédié aux scolaires, et comme il y a des gradins, ça veut dire qu'à un moment donné, on a un croisement des flux qui se trouve dans le hall, donc on le minimise pour effectivement derrière que les choses soient toutes simples. Et puis l'espace donc ludique, on le verra tout à l'heure, qui s'ouvre sur les plages végétales. Alors, on n'a pas encore eu le temps de faire venir un photographe pour faire des bonnes photos du site. Ça va être, on attendait que les beaux jours et tout pousse un petit peu. On peut dézoomer un peu non bon. Non, juste ce qu'on a voulu sur ces slides montrer, c'est que les choses qui nous semblent importantes, c'est les perspectives. Dans le projet, traiter les perspectives réelles, les perspectives induites dans l'organisation. C'est la transparence, la relation entre l'espace public et l'équipement. C'est-à-dire qu'il y a toujours on n'a pas envie que l'équipement soit refermé sur lui. À la fois, il faut qu'on garde, oui, ça va aller. À la fois, il faut que les gens gardent une intimité, mais c'est toujours je parlais de lieu de vie, donc le rapport entre l'espace public et l'équipement, entre l'équipement et l'espace public, voilà. Donc ce jeu de transparence qu'on voit sous le auvent protecteur du parvis. Alors après, on peut jouer avec de la vitrophanie si on veut limiter les vues sur l'intérieur pour les problèmes d'un peu d'intimité, mais toujours susciter la curiosité, susciter l'envie d'aller dans l'équipement, et pas avoir l'impression, quand on est à l'intérieur, d'être complètement isolé. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur cette notion de perspective induite et de lumière, et sur la perspective du bas à l'intérieur, pareil, sentir qu'entre les différents espaces, il y a toujours, à la fois on est dans un espace un peu dédié, mais il y a toujours cette relation avec les autres espaces, éventuellement avec l'extérieur, avec le solarium, et toujours ce jeu de lumière et de perspective qui pour nous est très important pour la réussite de l'équipement. Donc là, rapidement, non, je vous parlais de la lumière, donc juste un slide pour montrer que nous, le travail sur la lumière nous paraît très important, parce qu'on s'aperçoit que les gens, dans une piscine, ce qu'ils aiment bien, c'est la lumière, la clarté, bien sûr la propreté, mais c'est le sentiment un peu à la fois d'être dans un espace qui est clair, qui est lumineux, on s'y sent bien, donc aussi bien sur le sportif que sur le ludique. Ce qu'on a voulu montrer par ce slide, c'est l'importance de la lumière dans la qualité des espaces. Tout ça, je préfère vous l'exposer quand on sera dans la halle des bassins. Il y a un autre point qui nous paraît très important aussi, c'est le traitement acoustique, aussi bien pour les baigneurs que pour le personnel. Et donc on essaye toujours de trouver, alors bien sûr il y a toujours le bac perforé qui permet d'isoler un peu en toiture sur le plafond de la halle des bassins, mais il y a aussi, on le voit sur l'espace ludique, rajouter quand il faut, parce qu'on travaille toujours avec des acousticiens, rajouter s'il le faut des baffes acoustiques pour minimiser les nuisances phoniques. Et quand on peut aussi, nous on met souvent du bardage bois avec un complexe acoustique derrière qui permet de réchauffer un peu l'ambiance et donc de trouver les maximums de surface pour traiter l'acoustique. C'est aussi une des choses qui sont
qui nous semble important, et pour le public, et pour le personnel. Après, il y a tout un travail aussi qu'on fait sur la signalétique. Alors ça, c'est juste un exemple, mais j'ai imprimé un cahier A3 que vous pourrez consulter tout à l'heure, où on voit tout le travail qui est fait sur la signalétique. Alors ce travail, il est fait à l'agence, mais il est fait aussi éventuellement quand on connaît l'exploitant, on travaille un peu avec lui. Et l'idée, c'est d'arriver à être dans le détail sur les pictos, sur comment on identifie bien les espaces. Et donc tout ce travail de mise au point avant la livraison de l'équipement fait partie aussi, je pense, de sa qualité. Donc la lumière, les perspectives, la lumière, bien sûr le choix des matériaux et des matériaux pérennes. Alors c'est plein de petits détails, mais on sait qu'à l'entretien, on évite d'avoir on fait toujours remonter les faïences jusqu'à 40 ou 60 cm pour pas que les peintures s'abîment. On essaie de mettre les bancs sur des bancs en console pour empiètement, parce que quand on nettoie, on sait que c'est toujours gênant quand on passe une raclette d'avoir des piétements de bancs. Enfin, c'est plein de petites choses qui font qu'un équipement vieillit bien, parce qu'à l'usage, on sait qu'il faut que quelque chose soit simple, soit facilement pour l'exploitant, l'entretien soit facile, qu'on puisse nettoyer les sols facilement, qu'on choisisse des matériaux pérennes, et tout ça garantit un peu le succès de l'équipement. Alors, c'est vrai que sur une piscine, on a une gamme de matériaux qui est quand même assez réduite, parce qu'on a beaucoup d'hygrométrie. Donc entre le carrelage, le vitrage, et on ne peut pas mettre de plâtre, on ne peut pas mettre même de l'hydrofuge. Enfin, c'est plein de choses qui font qu'en fait, on a des matériaux qui sont assez limités, mais ça nous oblige à aller rechercher toujours des matériaux dans ces gammes-là, assez qualitatifs, pour essayer à la fois d'innover, tout en assurant la pérennité de l'équipement. Et donc, je vous propose, après, quand on va faire la visite, de pouvoir rentrer un peu sur ces éléments que j'ai expliqués, d'être un peu plus précis et de pouvoir vous les montrer à travers l'équipement lui-même. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Olivier Delhomme, je dirige le bureau d'études CD2I à Toulouse. Donc, je vais aborder les aspects plutôt techniques et performance énergétique sur ce centre aquatique de Saint-Tropez-Cubzac. Donc, en quelques mots, on est un bureau d'études tout corps d'État, maître d'œuvre, on est basé à Toulouse et on est spécialiste dans l'ingénierie des piscines publiques, c'est notre cœur de métier depuis maintenant plus de 28 ans, avec un grand nombre de références sur le territoire national, une équipe d'à peu près 20 personnes qui sont aujourd'hui formées, expérimentées sur ce domaine-là, de manière à pouvoir apporter à nos clients une vraie expertise sur le sujet piscine, à la fois sur la partie technique, mais avec un recul aussi, d'où effectivement l'ancienneté de nos salariés sur la partie clos couvert et toutes les problématiques de pente thermique, de condensation, etc. Et tout ça dans une conception axée sur l'approche environnementale globale. Voilà. Toute notre conception est guidée par la sobriété énergétique et l'impact carbone du bâtiment. Donc à Saint-Tropez-Cubzac, on a été bureau d'études techniques fluide et environnemental aux côtés de BVL, avec une mission qu'on appelle de base suivant la loi MOP, mais avec en complément les études d'exécution et de synthèse, chose qui nous permet aujourd'hui de pouvoir travailler de concert avec nos autres partenaires bureaux d'études et pouvoir proposer dès la conception des études de synthèse faites entre les fluides et la structure. Et puis des études environnementales liées au référentiel HQE sur les 14 cibles, et ensuite des études de simulation thermique dynamique, de manière à pouvoir gérer toutes les notions de confort des usagers, confort du personnel, que ce soit en température ou en visuel, en olfactif, etc. Et sur cette opération, on avait aussi, maître d'ouvrage nous avait confié aussi une simulation aérolique dynamique, de manière à pouvoir justifier de la ventilation dans le bassin et d'éviter les zones mortes dans la diffusion de l'air. Maître d'ouvrage en a parlé aussi, une étude toute récente sur l'installation de panneaux solaires en photovoltaïque sur le bâtiment. Et bien entendu, les études énergétiques, ce qu'on appelle SED, les simulations énergétiques dynamiques, qui nous permettent, en phase de conception, d'aller chercher les exigences du programme, établi par la DOC, sur des cibles de consommation d'eau, de chauffage et d'électricité. Donc vous le verrez, on fera la visite tout à l'heure, les solutions techniques qu'on a mis en œuvre ici sur la piscine.
Donc on est sur le traitement d'eau avec une solution en filtration sur diatomée, donc qui nous permet d'avoir une excellente qualité d'eau, tout en réduisant ses consommations, et avec une association sur des déchloraminateurs qui nous permettent de gérer aussi le taux de chloramine dans l'eau, et donc de pouvoir garantir la qualité de l'eau et de l'air. Une généralisation de la variation de vitesse, on est sur une chaufferie gaz à condensation et qu'on a complété avec la récupération d'énergie fatale, notamment sur les eaux des douches, et une ventilation de notre bassin qui se fait par une centrale double flux équipée d'une pompe à chaleur externe qui nous permet de faire de la déshumidification thermodynamique, et donc de pouvoir à la fois maîtriser le taux d'hygrométrie dans la halle, tout en bénéficiant d'une récupération de chaleur sur le condenseur du groupe, et le tout est piloté par une gestion technique centralisée. Voilà, parce que vous verrez, les installations techniques d'une piscine, ça reste des installations assez complexes qu'il faut savoir bien piloter si on veut pouvoir optimiser nos consommations. Donc, en quelques chiffres sur le site ici, donc on a une surface de bassin d'à peu près 600 m², une fréquentation qui était d'un peu moins de 145 000 personnes prévisionnelles à l'année. Et donc on est sur des ratios qu'on a calculés nous en conception et qu'on a rapproché du ratio programme. Donc on est aujourd'hui par exemple en électricité à un peu moins de 1600 kWh d'énergie finale par mètre carré de bassin pour un programme à 1500. Donc un peu au-dessus, en compensation en chauffage on est un peu plus bas, 1560 ou 1650. Et en consommation d'eau on est à peu près à 79 litres par baigneur et par jour. Tous usages sur un ratio programme qui était de 75. Voilà, donc on a une conception qui aboutit à atteindre, on va dire à peu près quasiment les exigences programme, qui étaient des exigences assez, je dirais très performantes sur l'eau, parce qu'on est sur un ratio 75 qui est plutôt bas, et sur un ratio performant, puisqu'on est à 3200 si on cumule le chauffage et l'électricité sur ces consommations. C'était juste pour représenter voilà, ce qu'on peut ressortir de nos études logicielles sur tout ce qui est simulation thermodynamique avec la modélisation du bâtiment, sur toute sa géométrie, toutes ses parois. On peut en dégager tout ce qui est courbe de température, diagramme de confort, et de pouvoir regarder quelles sont les durées, par exemple, d'inconfort en période estivale. Sur les heures, on va passer peut-être des températures un peu plus de 30 degrés ou 29 degrés. Et puis cette fameuse simulation aérolique dynamique qui nous a permis de vérifier les flux d'air et les vitesses d'air au niveau de la diffusion dans la bassin et de pouvoir finaliser la conception de celle-ci. Et en général, ce qu'on propose aussi au maître d'ouvrage, c'est qu'en complément donc, des calculs de consommation qu'on fait en phase de conception, qu'on a fait ici avec des outils logiciels, software Excel, avec une mise en place de ce qu'on appelle aussi un plan de comptage, c'est-à-dire toute une arborescence de compteurs d'eau, d'énergie, chauffage ou électrique qui nous permet de pouvoir, ou en tout cas à l'exploitant de pouvoir relever et vérifier ses consommations. Donc une mission qu'on a aussi fait sur la partie réalisation avec tout ce qui est vérification du bon fonctionnement, de la gestion technique centralisée, de l'analyse fonctionnelle des équipements, et donc on a ajusté les consommations entre ce qui était prévisionnel en conception et par rapport à ce qui a pu être réalisé, parce que des fois on a des petites variations sur par exemple des modèles de matériel proposés par les entreprises, donc on réajuste le tout. Et on propose en général d'aller un peu plus loin aussi auprès des maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire que on souhaite aussi pouvoir justifier et vérifier que ces consommations en exploitation elles correspondent à celles qu'on a prévues en termes de conception. Et ça, on étudie ensuite le protocole qu'on appelle IPMVP, qui est le protocole international sur la mesure et vérification de la performance, avec un ensemble de vérifications sur site, d'analyse et d'actions correctives éventuelles pour revenir sur les cibles qu'on avait calculées. Alors pourquoi je parle de cette mission? C'est une mission que vous connaissez peut-être sous le nom SEPE, qui est le suivi et évaluation de la performance énergétique. À la différence d'un marché global de performance, où là vous avez un seul groupement qui va avoir un engagement de la performance, sur une procédure qui sera plutôt en loi MOC classique, voire en conception-construction, vous n'avez pas d'engagement de groupement. Il y a une co-signature du concepteur, de l'installateur, du mainteneur.
Là, on est plutôt sur, j'allais dire, un engagement moral du coup du bureau d'études, dans la mesure où s'il prend cette phase de vérification, l'objectif c'est de démontrer que ce qui est dans la réalité, c'est bien ce qui a été conçu avant, donc finalement un engagement moral du bureau d'études. Et l'avantage aussi, c'est que une fois que le bâtiment est livré, que tout le monde disparaît, et donc le maître d'ouvrage ne se retrouve pas avec, ou l'exploitant avec un bâtiment comme ça du jour au lendemain, ça nous permet d'avoir nous une implication dans la continuité et de pouvoir aussi guider le maître d'ouvrage dans la bonne gestion et le bon pilotage de ces installations. Voilà, puis on va en rediscuter tout à l'heure lors de la visite. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir. Merci à GRDF pour son invitation. La Rigas Bordeaux, on est un gestionnaire de distribution de gaz comme GRDF. Nous sommes donc une filiale d'un groupe qui s'appelle Bordeaux Métropole Énergie, qui est un acteur majeur de la transition énergétique sur la Gironde à travers ses différentes filiales, dont fait partie bien sûr Rigas Bordeaux. Voilà, en quelques mots pour aller vite. Voilà, donc, là vous avez la représentation un petit peu de la Bordeaux Métropole et donc les différentes filiales, dont au centre Rigas Bordeaux, le gestionnaire de réseau de gaz. Alors ici, sur le secteur bordelais, il y a une petite particularité locale, c'est pas une exception en France, parce que ailleurs il y a le même schéma. Ici, il y a deux gestionnaires de réseau. Donc il y en a un petit peu historique qui est basé plus sur l'agglomération bordelaise, donc Bordeaux, une grosse partie des communes de Bordeaux Métropole et du Médoc, c'est Rigas Bordeaux. Donc nous gérons 46 communes, 3500 km de réseau pour près de 227 000 clients. Et puis tout autour de ces communes-là, eh c'est GRDF qui est présent. Donc en Gironde, c'est 218 communes donc agrémentées, 4000 km de réseau, 11 000 clients, et puis bien sûr une couverture nationale, voilà, avec 9500 communes, 195 000 km de réseau et 11 millions de clients. Alors, notre rôle à GRDF et Rigas, c'est d'acheminer d'abord le gaz pour le compte des clients et des fournisseurs, et ce en toute transparence, sans discrimination, et dans une mission de service public. On a en charge le développement, l'exploitation, l'entretien et la sécurité du réseau, et nous sommes rémunérés sur les volumes de gaz transité. Nous assurons donc aussi la promotion du gaz. Tout ça sous le contrôle de la CRE, qui est la Commission de régulation de l'énergie, qui veille au bon fonctionnement des marchés et aussi au respect des règles. Voilà, en quelques mots. Je vais laisser continuer sur la partie. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé avec quelques élus, on a parlé de gaz vert. Donc, c'est l'occasion pour moi, pour ceux qui ne le savent pas encore, le gouvernement a donné des objectifs bien précis à GRDF, à tous les distributeurs d'énergie. C'est que d'ici 2030, 30% de l'énergie gaz qui circule la molécule gaz qui circule dans les réseaux soit d'origine biométhane, enfin, soit du bio, du gaz vert, et d'ici 2050, faire en sorte que 100% du gaz qui circule soit du gaz vert. Donc ça fera de la France un producteur complètement indépendant énergétiquement. On sait que dans le mix énergétique, le gaz est indispensable, donc on a cette obligation. Et donc on est en cours de transition, avec, on verra tout à l'heure par les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Donc qu'est-ce que la décarbonation des territoires, en quoi ça consiste? Donc on a, là vous voyez sur un schéma, là on parle d'un méthaniseur, il y en a plusieurs sur le territoire girondin, on aura une carte qui vous les montrera tout à l'heure. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à prélever des matières organiques, donc qui soient des végétaux, ça peut être aussi bien des déjections animales, enfin, ou de l'agroalimentaire, des résidus agroalimentaires qui sont mis dans ce qu'on appelle un digesteur. Vraiment, on parle d'économie circulaire et de principe vert parce que derrière, ce digestat produit de la méthane, enfin, du gaz méthane, ce qu'on appelle donc le phénomène de méthanisation. Ce sont des déchets qui fermentent à l'intérieur du méthaniseur et qui sont complètement anaérobies. C'est-à-dire que c'est comme l'estomac d'une vache, c'est un peu l'image que l'on donne. Ce digestat, enfin, cette méthanisation a pour principe de produire du biométhane. Ce biométhane, une fois qu'il est épuré et qu'il est odorisé, puisqu'il est
est normalement inodore, hein, le gaz naturel est complètement inodore, ce sont nous, gestionnaires de réseau, qui l'odorisons. Donc une fois qu'il est épuré et odorisé, eh bien, on l'injecte directement dans le réseau. Donc il n'y a aucune différence pour les usagers, hein. On est vraiment sur les mêmes phénomènes. Et donc on parle vraiment d'un circuit vertueux, puisque après il est consommé aussi bien dans des stations GNV, vous voyez des camions maintenant qui circulent, toute la flotte de Carrefour par exemple, c'est moi qui ai tapé sur un micro, toute la flotte de Carrefour, les camions de Carrefour sont sur biométhane, la Poste est en train de passer, enfin, on a énormément de camions qui sont maintenant au biométhane. Les bus de la ville aussi de TBM. Voilà, il y a 340 bus de TBM de Bordeaux Métropole qui sont au biogaz. Donc on est vraiment sur un cercle vertueux. Et puis après, donc, on parlait tout à l'heure de Digesta. Donc le Digesta, vu qu'il a été complètement apuré, il se retrouve, on peut s'en servir comme engrais fertilisant pour les agriculteurs. Et c'est ce qui se passe actuellement d'ailleurs. Donc après, ça évite d'avoir des produits chimiques sur les champs. Dans les champs, on est vraiment sur un principe vertueux, sur une boucle vertueuse. Donc l'objectif de la DPE, j'en parlais tout à l'heure, c'était 100% de gaz vert en 2050. Donc c'est vraiment un objectif qui est connu de tous les agents du service public de GRDF, mais aussi bien de Régaz. On a tous ça en tête. Donc le but, c'est de pouvoir faire en sorte d'arriver à 130 TWh en production en 2050. Hein. Les chiffres s'affichent et sont relativement parlants. Alors il y a 3 technologies pour faire du gaz vert. Donc on a vu la méthanisation, je ne vais pas m'étendre, parce que je fais aussi attention au temps. On a le gaz vert qui peut être produit par la méthanisation. On peut parler aussi de pyrogazéification. Donc là, c'est un système thermochimique de conversion des matières organiques en gaz. On en parlera si vous le souhaitez après. Et puis on a le power to gas. Donc là, c'est vraiment une technologie qui est en phase de maturation. On le verra pas aussi sur un schéma derrière, où on a des régions qui sont carrément, surtout dans les Hauts-de-France, hein, qui sont bien en avance par rapport à d'autres régions. Et donc le but, c'est de pouvoir créer de l'électricité, de convertir l'électricité en hydrogène par électrolyse, et grâce à de l'énergie renouvelable électrique. C'est vraiment le principe, c'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle le power to gas. Là aussi, je n'ai pas le temps de m'étendre, mais pour ceux qui le souhaitent, on pourra toujours en rediscuter tout à l'heure. Pour faire un focus uniquement sur la région de Nouvelle-Aquitaine, donc 729 unités de méthanisation, donc en objectif, 67 unités de pyrogazéification et 35 unités de power to gas. Ça, c'est vraiment l'objectif qui a été fixé. Alors, on est quand même relativement bien soutenu par la région de Nouvelle-Aquitaine, et ça, pour ça, là aussi, c'est qu'un élu qui est ici, on remercie la région de Nouvelle-Aquitaine pour le soutien, pour son soutien. Le gaz vert, nous en sommes. C'est quoi Thierry? C'est moi. C'est moi aussi. Alors, à l'heure actuelle, on a 578 sites qui injectent du biométhane dans les réseaux de gaz. Alors, je ne les connaissais pas tous. Mais voilà, donc ils sont répertoriés ici, donc on voit quand même que ça prend de plus en plus d'importance. C'est l'équivalent de la production d'une centrale nucléaire ennemie. Pour vous donner un ordre d'idée, un réacteur, c'est 900 MWh de production électrique. Donc on est en tout cas sur un développement qu'on espère encore qui va s'intensifier. Et puis après, donc, ce que vous voyez là, donc, chaque unité est reliée bien sûr à notre réseau, au réseau de gaz pour pouvoir faire les injections. Je vois un truc qui est intéressant, projet répertorié. Il y a 1200 projets qui représentent la consommation de 4 millions de logements neufs. Voilà, c'est quand même un chiffre assez intéressant. Et un autre que je vais vous donner, les 10 000 gigawattheures par an, c'est la consommation d'1 716 000 logements neufs, ou 40 non. Il y a quoi là? 40 000 et il y a un truc. Il y a un zéro de trop. C'est 40 230 au gaz naturel.
Oui, donc là vous avez une photographie donc, de la Gironde. Donc en Gironde, il y a 12 sites qui sont en service et qui injectent aujourd'hui. Donc il y a 7 sites sur le réseau de GRDF, il y en a 5 sur le réseau de Régaz. Donc ça représente 278 gigawattheures de biométhane injectés dans le réseau. Donc c'est la consommation équivalente de 46 300 logements neufs, d'un peu plus de 1086 bus au bio-GNV. Donc rappelons les objectifs, c'est 30% de la Nouvelle-Aquitaine, c'est 30% de gaz vert en 2030 et 100% en 2050. Donc moi je suis élu aussi sur le bassin d'Arcachon. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, j'ai eu l'information en début de semaine dernière. À l'heure actuelle, sur le bassin d'Arcachon, la Coban, commune du bassin d'Arcachon Nord, à l'heure actuelle, 95% du gaz consommé et c'est du biogaz, c'est du gaz vert. Parce qu'il y a différentes unités de méthanisation qui sont à 100% d'exploitation. Et donc voilà, donc on est vraiment dans le concret. C'était le point que je voulais dire tout à l'heure. Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette visite technique de la piscine de Saint-André-de-Pubzac. Merci à la collectivité de nous accueillir. Donc, je suis Arnaud Volpillière, je suis président de la société Ecoénergie Alco. Ecoénergie Alco, donc, nous sommes spécialisés depuis un peu plus de 40 ans dans le système de traitement d'air et de déshumidification des piscines publiques. Nous avons équipé plus de 1300 piscines en France et un petit peu en Belgique. On en réalise à peu près entre 60 et 70 par an, principalement des piscines publiques, mais également des projets privés type Center Park ou des plus petits projets dans l'hospitalier pour la rééducation ou dans l'hôtellerie. Voilà. Je suis avec mon collaborateur Raphaël Ramos, qui est tout au fond de la salle, qui s'occupe également du technico-commercial du sud de la France. Donc les centrales de traitement d'air, les systèmes de traitement d'air, faut que vous compreniez que c'est avant tout un travail d'équipe. Un travail d'équipe qui se réalise dans un premier temps avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc en l'occurrence avec BVL Architecture et avec CD2I, deux partenaires avec qui nous travaillons régulièrement, puisqu'en fait, une centrale de traitement d'air, vous allez le voir pendant la visite, c'est quand même un équipement qui est très conséquent et très volumineux, et qui doit être intégré très tôt dans la conception du bâtiment. Pourquoi? Parce que dans les locaux techniques, ça passe des fois au chausse-pied, et donc l'intégration, notamment dans des démarches avec des systèmes d'imagerie AutoCAD, voire même dans le BIM. Donc nous intervenons pour fournir des fichiers et pour dimensionner les solutions en collaboration avec des bureaux d'études comme CD2I, pour que derrière CD2I travaille avec BVL pour intégrer les solutions correctement dans le local technique afin qu'elles puissent déjà rentrer et ensuite qu'elles puissent être exploitées, pilotées au quotidien pendant une durée de 20 à 30 ans en fonction de l'équipement. Ensuite, nous sommes fabricants, donc on fabrique des systèmes de traitement d'air et on va les fournir en fait à des clients installateurs. Donc là, en l'occurrence, nous avons travaillé avec une entreprise locale qui réalise beaucoup de piscines, qui s'appelle Beaupion et Joannin, qui a réalisé pas mal de piscines dans le coin et qui est une entreprise très sérieuse avec qui nous on a un plaisir à travailler à chaque fois. Donc c'est ce qu'on appelle des super plombiers, hein, c'est des entreprises qui réalisent la pose de la partie ventilation, gaine, tuyauterie, etc., etc. Ensuite, on accompagne cette entreprise d'installation et on vient faire la mise en route et le réglage des systèmes pour garantir leur bon fonctionnement. Et enfin, on accompagne l'exploitant pendant toute la durée de vie du système. Comme je vous le disais, on est sur des durées de vie à peu près de 20 à 25 ans, 30 ans, en fonction de la bonne exploitation du système. Voilà, donc c'est vraiment un travail d'équipe et nous sommes généralement très tôt en amont des projets. Voilà, donc une centrale de traitement d'air, ça ressemble un peu à ça. Donc vous allez pouvoir les voir dans les locaux techniques, j'ai quelques photos à vous montrer. Donc un équipement qui est piloté, et donc nous, la particularité d'Ecoénergie Alco, c'est qu'on non seulement on fournit la centrale de traitement d'air, mais en plus on fournit l'armoire électrique qui intègre une régulation très spécifique au monde de la piscine. Nous, ça pèse à peu près 90% de notre activité aujourd'hui, la piscine, et je pense qu'on est les seuls hyper spécialistes en France dans ce domaine de la déshumidification des piscines publiques. Et donc on prévoit des armoires électriques qui sont vraiment pensées pour la bonne exploitation et pour la performance énergétique, afin que le client final, vous, soyez totalement satisfait, à la fois pour le confort, la protection de votre bâtiment et les consommations d'énergie. Quelques exemples de réalisation d'armoires électriques sur lesquels nous on prévoit toujours le pilotage du système. En fait, nous on va construire une voiture, c'est comme si on construisait une voiture,
mais derrière, on veut être aussi à côté du pilote pendant toute la durée de vie du système. Et donc, on intègre des systèmes de prise en main à distance avec des connexions Internet de nos automates qui permettent en fait à l'exploitant de nous avoir en direct live à tout moment pour pouvoir l'aider à piloter le système. On met en place des systèmes d'alerte avec des SMS ou des emails qui permettent, en cas d'encrassement filtre ou en cas de problème technique sur tel ou tel composant, que le technicien reçoive un email ou un SMS en nous disant il y a telle panne, attention, on fait un peu du prédictif, donc attention, le filtre est en train d'être un petit peu encrassé, prévoit de commander de nouveaux filtres pour pouvoir les changer quand il sera temps de le faire. Voilà, donc cette maintenance prédictive, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup et qui nous a fait passer vraiment dans une nouvelle ère. Comme je vous le disais, les systèmes de traitement d'air ont 3 vocations. La première, c'est de garantir une qualité d'air optimale. Tout à l'heure, les autres intervenants en ont parlé. On est dans un environnement qui est humide, on est dans un environnement qui est chloré, et donc la centrale de traitement d'air est là pour garantir une hygrométrie et une qualité d'air acceptable pour l'ensemble des occupants. Les baigneurs, mais aussi les maîtres nageurs sauveteurs qui sont généralement exposés pendant de longues périodes dans des halls bassins. Et donc il faut vraiment penser à cette population-là qui a un métier qui n'est pas forcément toujours facile entre le stress de la surveillance, le bruit, l'attention, et puis derrière, si en plus ils ont une qualité d'air qui n'est pas optimale, ça devient très compliqué. La protection du bâtiment. Les architectes font de superbes piscines, on va en voir une tout à l'heure, mais derrière, si c'est pour que l'hygrométrie vienne dégrader le bâtiment de façon trop rapide, là c'est dramatique. Donc d'où l'intérêt de bien investir dans un système qui soit performant. Et enfin, la partie énergétique, qui pour nous est fondamentale. Vous allez le voir ici dans ce slide. Quand on pense piscine, on pense tout de suite à l'eau. Forcément, c'est un équipement dans lequel il y a un grand bassin au milieu, voire plusieurs. Mais en fait, au niveau énergétique, c'est le traitement de l'air dans les piscines couvertes, bien sûr, pas dans les piscines découvertes. C'est le traitement de l'air qui est l'élément le plus consommateur en termes d'énergie, puisque généralement, si on cumule la partie hall bassin et la partie vestiaire et zone annexe, on est généralement sur des consommations qui avoisinent les 65-70% des consommations d'énergie thermique du bâtiment. Donc, quand vous faites un choix de solution technique, essayez de choisir une solution performante parce que derrière, c'est ça qui va générer plus de 60% de vos consommations d'énergie thermique et donc de gaz. Alors moi, je suis pour que GRDF vende du gaz, mais l'idée, c'est quand même qu'ils en vendent le moins possible à travers des systèmes les plus performants possibles. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est partenaire avec GRDF, puisque GRDF accompagne les collectivités. Certes, ils vendent de la molécule, ils font payer la molécule, mais derrière, ils arrivent avec des solutions aussi performantes, le but étant que le gaz reste une solution pérenne pour l'avenir, et aussi grâce au gaz vert. Quand on parle de consommation d'énergie dans une piscine, on parle d'énergie thermique, c'est ce que je vous disais, premier consommateur, le traitement d'air, mais également l'énergie électrique. Il faut savoir que des systèmes de traitement d'air, vous avez des gros ventilateurs à l'intérieur de vos centrales de traitement d'air, vous avez également parfois des groupes froids, des pompes à chaleur qui vont être consommateurs, et bien le but c'est de pouvoir optimiser. Olivier Delhomme de CD2I en a parlé tout à l'heure, on travaille ensemble sur des variations de débit en permanence pour essayer de diminuer en fait le débit d'air d'une solution technique pour optimiser en cas de faible fréquentation. Pourquoi avoir des moteurs qui fonctionnent à 100% de leur puissance alors que vous êtes en ouverture de piscine et que vous avez même pas 20% de sa fréquentation maximum. Donc là-dessus, on travaille avec des débits variables, bien entendu. En termes de solutions techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais grosso modo, vous avez 3 familles de systèmes de traitement d'air. Vous avez les systèmes en tout air neuf, qui sont très peu utilisés en France depuis une trentaine d'années, qui n'apportent pas un niveau de confort optimal, qui ont tendance à être plus énergivores que les autres. Donc on va tout de suite passer à la deuxième catégorie, qui est la catégorie des systèmes en modulation d'air neuf, où là en fait on va utiliser l'air extérieur qui a un pouvoir déshumidificateur, puisque l'air que vous avez à l'extérieur de la piscine est toujours plus sec que l'air que vous avez à l'intérieur. Donc en fait, il suffit de rentrer de l'air neuf extérieur en gérant la quantité d'air neuf introduite, un peu comme quand vous ouvrez votre fenêtre dans la salle de bain, quand vous prenez une douche, et que vous avez de la condensation sur le miroir ou sur les parois de votre douche. Et bien, vous ouvrez la fenêtre, et tout de suite, ça fait du bien. Et bien, grosso modo, la modulation d'air neuf, c'est un peu ça. Sauf que la modulation d'air neuf, elle a aussi une fâcheuse tendance, c'est que même si on a des récupérateurs d'énergie très très performants aujourd'hui, on a toujours de l'air qui est plus sec, mais également qui est plus froid que l'air qu'on veut à l'intérieur. Donc forcément, on est obligé de consommer de l'énergie pour le réchauffer,
et le porter la température qui permettra de garantir une température stable dans le hall. Et enfin, vous avez les solutions thermodynamiques avec le rajout d'une pompe à chaleur qui va permettre de valoriser l'énergie de l'air au maximum pour préchauffer l'air et également pour maintenir en température les bassins, voire même l'eau chaude sanitaire. Donc à Saint-André-de-Cubzac, vous verrez quelques photos. Olivier vous l'a dit, ils ont fait un choix d'un système thermodynamique, donc le choix de la performance, avec un système qui est composé d'une centrale de traitement d'air, de sondes et actionneurs qui vont permettre de capter de l'information et d'envoyer de l'information au système pour pouvoir être piloté. Le rajout d'un groupe froid, une pompe à chaleur pour permettre d'extraire au maximum l'énergie de l'air. Tout ça piloté par donc une armoire électrique qu'on verra tout à l'heure dans les locaux techniques. On a également équipé dans un... Donc là c'est le détail, on est sur un système avec un débit d'air de 47 500 m3. Donc 47 500 m3, c'est quand même assez conséquent. Vous verrez, on est sur quelque chose d'assez costaud, d'où l'intégration nécessaire en amont avec les architectes. Rendement du récupérateur sur l'air rejeté, 79%, quasiment 80%. C'est-à-dire que 80% de l'énergie de l'air, avant de le rejeter aux petits oiseaux, on le capte pour le transférer à l'air neuf qu'on introduit. Donc vous voyez, c'est des niveaux de performance qui sont quand même remarquables et qui permettent de faire des économies. Un petit schéma de principe sur lequel je passe assez vite. Vous pouvez retrouver donc le groupe froid, la pompe à chaleur, un système de déshumidification un peu spécifique que nous avons breveté il y a plus de 30 ans, donc qui est tombé dans le domaine public maintenant, mais qu'on est les seuls à bien maîtriser. Le récupérateur d'énergie sur le haut, qui a ce fameux rendement de 79%, donc qui permet de préchauffer l'air neuf qu'on retrouve en haut à droite par rapport à l'air rejeté. On va capter l'énergie de l'air rejeté et on va préchauffer l'air neuf. Le tout donc, va être ressoufflé, préchauffé, puis chauffé par une batterie de chauffage terminal alimentée par une chaudière gaz avec de l'eau chaude aux alentours de 80-60, des régimes de 80-60. Voilà, on a également équipé une centrale vestiaire où là on est sur un récupérateur à plaque avec un rendement de récupération de 82%. Et puis on a également équipé la zone administration avec toujours un système à récupérateur à plaque en tout air neuf cette fois-ci. Là on ne mélange pas en fait l'air repris. Il y a des contraintes sanitaires qui font qu'on ne peut pas mélanger l'air repris quand on est à proximité de zones à pollution spécifique, les sanitaires. Donc du coup, on est obligé de travailler en tout air neuf, ce qui n'est pas dramatique non plus, puisque là, en fait, la gestion de l'hygrométrie, on s'en moque un petit peu dans ces zones-là. Par contre, derrière, on a un rendement de récupération de plus de 80%, donc au niveau énergétique, c'est pas inintéressant. Bon, de belles références, on a fait les plus grosses piscines de France, mais également des toutes petites piscines, donc on est capable de travailler sur des équipements assez colossaux. On a eu la chance de travailler, on travaille en ce moment sur le CAO, qui est la future piscine olympique, qui est en cours de finalisation, qui se trouve à Saint-Denis, juste à côté du Stade de France. Vous avez le Stade de France qui est là, et vous avez la piscine qui est en cours de finalisation. Dans la zone de Bordeaux, on a travaillé au Bouscat il y a quelques années, à Talence, mais il y a quelques années aussi, Pessac, Libourne, Saint-Louvès, voilà, Sedan, Bègle, la vieille piscine de Bègle qu'on avait équipée, qui est en cours de réflexion pour changer son système de traitement d'air. Carbone Blanc, enfin, voilà, c'est des coins que vous connaissez. Et pour terminer, je voulais vous montrer quelques chiffres. Le système de traitement d'air, je vous l'ai dit, c'est ce qui va consommer plus de 60%, enfin c'est ce qui va générer plus de 60% de vos consommations d'énergie dans votre système, dans votre équipement aquatique. J'ai fait quelques analyses sur les nombreuses piscines qu'on a pu équiper, en partant sur quelques modèles, avec un coût global de piscine neuve entre 5 millions et 20 millions d'euros. Le coût du système de traitement d'air que nous avons fourni, posé, on était aux alentours des 350 000 euros fournis posés par un installateur pour une piscine de 5 millions, et ça pouvait aller jusqu'à 1,4 million pour des piscines à 20 millions d'euros. Le matériel que nous avons commercialisé coûtait à peu près 98 000 euros sur une piscine à 5 millions, jusqu'à un peu plus de quasiment 400 000 euros sur la piscine à 20 millions. Ce qui représente globalement 2% du coût de l'opération. Donc 2% d'investissement, juste notre matériel, par rapport à plus de 60% de vos consommations d'énergie. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez des équipements en cours de réhabilitation ou des équipements neufs,
Ne lésinez pas sur l'investissement de la partie traitement d'air, parce que derrière, vous le paierez X fois pendant les 20 années de durée de vie du système. Voilà. Écoutez, merci de votre attention. En termes de timing, je suis pas mal. Bonjour, je suis Guillaume Guibler, directeur commercial pour la société HSB. Je suis accompagné d'Alexandre Rento qui sera avec moi pour assurer la visite de l'équipement tout à l'heure. HSB, c'est une entreprise autrichienne qui construit et conçoit des bassins depuis 1969. Le premier bassin, c'est une histoire de famille, a été construit en Autriche à côté de Salzbourg. Il est toujours en fonctionnement, sans aucune modification particulière. C'est un équipement qu'on fait visiter à des maîtres d'ouvrage quand on fait des visites en Autriche. L'histoire du début de HSB, c'est la construction de réservoirs à lait, tuyauterie pour l'agroalimentaire. Et comme c'était à proximité de cette piscine-là, et qu'en Autriche, il y a beaucoup de neige et beaucoup de dégâts pendant l'hiver sur les piscines d'été, le maire a demandé à l'entreprise de développer un système pour habiller le bassin en inox. Et c'est comme ça que l'histoire d'HSB a démarré dans les années 70. Il y a environ 17 ans, l'entreprise s'est implantée en France pour le marché public français. Là, je vais vous expliquer un peu le process de construction d'un bassin. On essaye de faire un maximum de préfabrication en atelier pour réduire l'intervention sur le chantier, pour que ça aille plus vite. Et puis aussi parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas forcément facilement à construire sur place. Donc pour faciliter le travail de nos monteurs, on va essayer d'aller au maximum dans le détail de finition en usine pour aller le plus vite possible sur le chantier. Ensuite, le transport se fait par transport routier classique sur des grandes palettes. Il est livré par des moyens de levage qu'on loue sur place. Donc, quelles que soient les contraintes, on arrive toujours à se débrouiller, à trouver des solutions. Ce qu'il faut savoir, c'est que HSB conçoit des bassins tout inox. Donc, en inox 316L, c'est l'inox de qualité alimentaire. C'est l'inox que vous retrouvez dans l'agroalimentaire pour tout ce qui va être laiterie, restauration. Et il est les bassins sont faits, la goulotte et les fonds du bassin. Vous avez tout en inox, avec des canalisations qui sortent en galerie technique pour être accordées à l'installation de traitement. Il n'y a pas de revêtement, c'est de l'inox. Donc, le process de montage, une fois que les éléments ont été livrés sur place, on va poser les parois les unes d'à côté des autres. Donc le process, c'est on fait d'abord le tour du bassin, on fait les calages par rapport au plan d'eau, par rapport au niveau d'eau et aux altimétries que nous a demandé l'architecte. Tous les réseaux en inox qui vont être au fond du bassin. Voilà, là on voit, c'est la piscine de Cognac, où on est dans la phase où la première étape a été terminée, c'est toute la périphérie du bassin, toutes les cloisons ont été faites. On y voit également les réseaux au fond de bassin. Et dans un deuxième temps, on va venir pour faire le fond de bassin, qui va être aussi en inox. On va vraiment le faire au dernier moment pour éviter toutes les dégradations et pour que en fait, le bassin vide terminé soit vide le moins de temps possible. Donc il va y avoir un fond de forme qui va être réalisé au fond du bassin, et puis après on va venir poser les tôles et on va venir les souder. Il faut intégrer, donc voilà, donc on est dans cette phase-là où on est sur une dalle béton. Il faut bien intégrer qu'on est sur une enveloppe d'étanchéité complète avec de la soudure, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément boulonné, c'est que de la soudure TIG. Et donc, c'est ce qui fait la longévité du produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre première piscine de 1969, même si on a beaucoup évolué en termes de finition et on a beaucoup appris pour monter les bassins, aujourd'hui, cette piscine-là, elle n'a aucune fuite, elle fonctionne et elle fonctionnera toujours. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, par expérience, les bassins vont durer au moins 60 ans. Et chaque année, on aura. Sur les principes de construction, donc, on fait de la réhabilitation, de la construction neuve, des extensions de bassins.
il existe plein de systèmes. Donc là, on voit en haut les interfaces avec notamment le traitement d'eau, puisque notre bassin, la prestation, s'arrête dans des galeries techniques avec une bride en inox pour le raccordement à l'installation de traitement d'eau. Et puis en bas, vous avez une photo d'une galerie technique, parce qu'on aime bien sur du neuf, alors c'est pas toujours possible, de faire des systèmes de montage poteau-poutre, puisque notre structure est autoportante. Et on trouve que c'est intéressant de pouvoir visiter le bassin en permanence en galerie technique. Et puis aussi que de faire un bassin en béton puis un bassin en inox, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, puisque en fait, on est capable de faire une structure autoportante. Ça a d'autres avantages, c'est qu'on prélève moins de ressources naturelles, puisqu'on a besoin de moins d'acier, moins de béton, moins d'eau pour le béton. Et puis, on va aller aussi beaucoup plus vite sur le montage, puisque nos monteurs soudeurs ont un accès beaucoup plus facile de chaque côté, et les tolérances qu'on va demander aux gros œuvres sont relativement larges pour les rassurer dans la réalisation de leurs ouvrages. D'autres interfaces, la partie électricité, c'est-à-dire les éclairages de bassin, qui sont souvent à notre lot, la mise à la terre du bassin, puisque le bassin est mis à la terre, les haut-parleurs subaquatiques. Et puis les détails de finition, alors vous les verrez pendant la visite. La HSB est une entreprise qui a beaucoup d'expérience sur la réalisation des bassins, et on apporte beaucoup d'importance sur les détails de finition, la qualité des soudures, les détails qui sont, vous voyez les structures antidérapantes du bassin, là, on va voir dans le bassin qu'il y a plusieurs tôles, là, tout est aligné, et c'est aussi ça qui fait que le bassin est esthétiquement très joli. Donc, on a vraiment des choses très très propres. Je termine sur le projet de Saint-André avec la présentation des bassins, vous le verrez en réel pendant la visite. Ce que j'ai trouvé intéressant sur la démarche de la collectivité, c'est qu'on a gagné l'appel d'offres, mais il y a tout le travail en amont, et on essaye de sensibiliser au maximum les maîtres d'ouvrage à faire des choix techniques rapidement, parce que dans l'intérêt d'un projet, de traîner des options sur des technologies différentes jusqu'à l'appel d'offres, c'est jamais très bon. Parce qu'en fait, on ne construit pas un bassin en inox comme on va construire un bassin en béton carrelage ou en liner, c'est complètement différent. Donc il vaut mieux trancher, et nous on préfère, même si c'est en notre défaveur pour des choix soit économiques, techniques ou d'esthétique, que ça ne soit pas choisi, mais on sera au moment de l'appel d'offres beaucoup plus performant en termes de prix à partir du moment où le bassin a été vraiment conçu pour être monté en inox. Et la communauté de communes avait fait une démarche au moment de la phase APS, Christopher Paul me dira si c'est à peu près à cette époque-là, où ils ont sollicité les industriels pour présenter nos produits et expliquer les avantages et les inconvénients. Et ils ont tranché. Alors ils ont tranché en notre faveur, après il faut gagner l'appel d'offres. Mais moi j'avais trouvé la démarche intéressante parce que c'est à ce moment-là qu'il faut trancher, parce que derrière, économiquement, ça ne sera pas forcément intéressant pour vous. Donc on a un bassin détente qui fait 100 mètres carrés, avec une profondeur de 0 à 1 m 10, avec une rampe PMR. Il y a différentes animations, une banquette avec impulsion d'air, un col de cygne. On pourra voir tout ça pendant la visite. Ce qui a été aussi intéressant, c'est que dans la démarche avec l'architecte, c'est qu'il y a eu, par rapport à l'entretien, on a essayé d'intégrer un maximum de goulottes de débordement, pour avoir un minimum de travail pour les équipes d'exploitation, d'entretien journalier ou hebdomadaire. À partir du moment où vous avez des goulottes de débordement, on n'a pas de relevé le long de mur, et c'est là où on a une ligne RO, et c'est là où on peut avoir un peu d'entretien. Encore plus avec la fréquentation, notamment en été, avec des crèmes solaires, etc. Donc on peut avoir des endroits où on va avoir beaucoup d'entretien. Donc là, ça a été limité, puisque tous les bassins ont énormément de goulottes. Le bassin sportif, c'est du classique, puisqu'on est sur un 6 couloirs, mais avec un plateau à 1 m 30 et une profondeur de 2 mètres, de l'éclairage subaquatique. Et puis, la particularité des bassins inox, c'est le refoulement par le fond, par des caniveaux de fond. Et je regarde le temps, j'ai bientôt fini. Et puis le petit bassin, le bassin d'activité, qui est un bassin avec 2 couloirs de nage, qui est dédié à l'apprentissage de la natation, et puis aussi à des éventuelles activités, profondeur 1 m 70, 1 m 35. Pas de limite de forme pour les bassins, pas de limite de profondeur.
Je termine par le coût de l'opération qui était en 2020. Donc l'appel d'offres était au mois d'octobre 2020 et on était à 774 000 € pour les 3 bassins. En valeur de cette époque-là, il est évident qu'aujourd'hui, si l'appel d'offres sortait, on ne serait pas tout à fait dans la même proportion. Je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions techniques pendant la visite ou pendant le vidéo. Merci à vous. Donc, les présentations sont faites. Alors, pour le reste de la journée, au niveau des réjouissances, déjà, merci à tous, hein, parce qu'on a tenu le chrono. C'est quand même bien comme performance. 10 minutes pour chacun de nous, c'est bien. Donc, voilà, je crois que j'ai tout. Merci beaucoup.